Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face au territoire ce matin. Mon invité, c'est Laurent Giacobelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Moselle, vous êtes porte-parole du Rassemblement national et de la campagne de Jordan Bardella. Bien sûr, il va être question beaucoup des élections européennes, mais aussi de l'actualité avec nos partenaires de Face au territoire, le magazine Géostratégie, Le Point, Ouest France, Nice Matin, 20 minutes. Et France Antilles. Merci d'être avec nous ce matin. Marion Maréchal était à votre place même sur ce plateau le 23 mai dernier. Voici ce qu'elle déclarait à propos du Rassemblement national et de sa place au Parlement européen. On l'écoute. L'avenir aujourd'hui, vous pensez qu'il est à Reconquête ou au RN ? Je pense qu'il est à Reconquête, pour une raison simple, c'est que moi, en rejoignant Reconquête, après 5 ans d'arrêt de la vie politique, c'est un choix de conviction, d'idée. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'en revanche, nous serons beaucoup plus efficaces au Parlement européen que le Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, arrivé premier, je le rappelle, en 2014, en 2019, est très isolé dans son groupe au Parlement européen. Il n'a pas réussi à influer sur les politiques européennes. Alors, voter pour Jordan Bardella, ça servira à rien du point de vue européen ? Bon, écoutez, c'est de la politique politicienne. D'abord, il est peu probable que Reconquête ait des élus au Parlement européen demain. Dire qu'on est isolé, c'est encore une fois une contre-vérité. Nous sommes associés, par exemple, au parti néerlandais qui est aujourd'hui au pouvoir et qui a gagné les élections législatives, associés au premier parti autrichien. Nous avons, je crois, tout un réseau d'alliances qui fait que demain, nous pourrons être puissants au Parlement européen. Moi, ce que je dis tout simplement à Marion Maréchal, c'est qu'elle a le droit d'avoir ses convictions, évidemment, de mener sa liste, et puisqu'elle dit cette bonne guerre en campagne électorale. Mais moi, je m'adresse à ses électeurs. Voter pour Marion Maréchal, c'est probablement mettre un bulletin de vote dans l'urne qui n'aboutira pas à l'élection d'un député. Alors, autant voter utile, autant voter Jordan Bardella pour qu'il y ait un maximum de députés français du Rassemblement national au Parlement européen, qu'on ait l'alliance la plus large possible pour influer et infléchir la politique européenne pour avoir demain moins d'immigration, pour avoir demain plus de protectionnisme et protéger nos entreprises, et non pas aller du côté du libre-échange actuel et des portes ouvertes. Il y a encore un dialogue avec elle, à votre niveau. Vous êtes porte-parole donc de la campagne de Jordan Bardella. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous dialoguez ? Parce qu'on a l'impression d'un dialogue de sourds à travers des émissions de télévision, des débats, mais pas direct. Mais nous sommes clairement concurrents. Nous sommes clairement concurrents parce que d'abord, nous avons une offre politique différente. Nous pensons qu'on peut effectivement défendre la France, défendre une Europe des nations et en même temps défendre la protection sociale que ne défend pas Marion Maréchal. Et puis, tout simplement, nous voulons avoir des élus. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, pour représenter une liste. Je le rappelle, si la liste Reconquête ne fait pas 5%, ils n'auront aucun élu. Et c'est donc 5% de perdus pour défendre la France, autant voter pour la liste qui peut demain gagner. Laurent Giacobelli, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national et de la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. Et notre invité ce matin, dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France est sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Vous dirigez à Paris la rédaction de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Oui, et je vais vous parler du programme du Rassemblement national pour les choses européennes. La locomotive, c'est, vous l'avez dit, l'immigration, moins d'immigration, plus de protectionnisme, pardon, c'est ce que j'ai entendu. Ça passe par un renforcement des contrôles aux frontières, oui, y compris des contrôles aux frontières de la France. Oui, tout à fait. Comment ça va se passer ? En fait, il faut un double contrôle. Nous, on veut que Frontex, qui est l'agence européenne de surveillance des frontières, fasse son travail. Son travail, c'est pas d'accueillir les migrants, c'est de refouler les migrants clandestins. Et donc, nous voulions qu'il y ait une vraie frontière européenne pour que le flux qui demain arrivera vers la France soit largement diminué. Alors, la vraie frontière européenne, c'est les frontières extérieures de l'Union européenne. La première frontière, c'est celle-là. Et il faut que Frontex devienne une vraie agence de surveillance des frontières. Et d'ailleurs, vous savez que le troisième de liste de Jordan Bardella, c'est l'ancien patron de Frontex qui a pu constater que c'était devenu une agence de voyage pour migrants et non plus un organe de contrôle. Nous voulons clairement que Frontex contrôle les frontières. Et quand un bateau arrive, eh bien, on doit le refouler, le renvoyer à son port d'origine, mais ne pas accepter toute la misère. Le contrôle aux frontières nationales, ça va se passer deuxième comment ? contrôle, mais sur un flux moindre du coup, puisqu'il y aura eu un premier contrôle, c'est aux frontières nationales, avec un contrôle notamment sur les voies de passage des migrants qu'on connaît bien dans les montagnes aux alentours de Menton, par la frontière espagnole, pour une fois encore faire en sorte que ceux qui arrivent en France aient le droit d'être en France. Je tiens à préciser que c'est en plein respect des accords de Schengen, parce qu'aujourd'hui, nous, ce que nous proposons, c'est que les citoyens de l'espace Schengen puissent continuer à venir librement en France. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le Syrien qui a obtenu un visa pour l'Allemagne, je prends un exemple, se retrouve automatiquement avec le droit d'arriver en France. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous remettez des contrôles aux frontières, par exemple, entre la frontière entre l'Allemagne et la France, entre la France et la Belgique. Vous ferez comment ?
C'est-à-dire qu'on enverra des équipes de douaniers qui feront des contrôles évidemment aléatoires. On ne va pas mettre un douanier à chaque kilomètre. Et ça marche très bien. On a l'exemple allemand. Mais ça existe déjà, non? Les douanes volantes, les contrôles. Mais il faut le renforcer et le systématiser. C'est-à-dire qu'on va passer d'une approche qui est celle du gouvernement actuel, où l'immigration légale et illégale est acceptée, à une approche où nous refusons le flux migratoire. Et donc l'orientation sera très différente et les contrôles multipliés. Il y a un exemple pas loin de chez nous, c'est l'Allemagne, qui a décidé de mettre ça en place. Et bien, sur les semaines où ils l'ont mis en place, le flux de migrants illégaux a diminué de 40%. Donc ça marche, c'est réalisable, c'est possible, et il faut cumuler les avantages du contrôle des frontières de l'Europe avec le contrôle des frontières françaises. Vous êtes plusieurs listes à mettre l'accent sur l'immigration, et vous avez grosso modo à peu près les mêmes propositions. Arrêtez-moi si je me trompe. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple? Qu'est-ce qui différencie le Rassemblement national de Reconquête ou même des Républicains? Les Républicains, c'est très simple. C'est-à-dire que les Républicains, c'est toujours adorable parce que pendant les périodes d'élection, ils parlent comme nous. Ils nous copient. Parfois, ils nous copient même à la virgule près. Ah oui, vraiment. Parce que quand ils sont au pouvoir, ils font l'inverse. Je rappelle que les chiffres de l'immigration se sont emballés à partir du moment où Nicolas Sarkozy a été président de la République, où les chiffres de personnel des forces de l'ordre, eux, fondus comme neige au soleil sous Nicolas Sarkozy. Donc il y a « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Non, je pense qu'on est les seuls crédibles, parce que même au moment où il était impopulaire de porter cette voie-là, nous la portions. Et clairement, nous, on a un projet clé en main sur l'immigration, qui est un projet de loi prêt à faire référendum, si Marine Le Pen gagne les élections de 2027, avec la fin du droit du sol, la fin du regroupement familial, la fin des aides sociales à ceux qui viennent d'arriver dans notre pays, et un contrôle très strict de la migration. La migration légale et illégale. Il faut moins d'immigration légale et il faut en finir avec l'immigration illégale. Ça veut dire renvoyer les migrants clandestins et contrôler les frontières. Vous avez évoqué, vous avez dit référendum si Marine Le Pen est élue en 2027. En fait, vous avez une grosse partie de votre campagne qui est axée sur le fait que cette élection européenne serait une élection, un référendum anti-Macron. C'est écrit noir sur blanc sur votre profession de foi. Pourquoi est-ce que vous avez autant axé sur ce point? Est-ce que c'est une façon de masquer aussi les faiblesses d'un certain nombre de vos propositions pour l'Europe sur le fond? Non, je pense que nos propositions, elles sont très claires sur l'Europe. C'est une Europe des nations, une Europe des projets, et pas l'Europe qui sanctionne, l'Europe qui pond des normes et qui demain va lever l'impôt. Je pense que c'est très clair et les Français l'ont très bien compris, sauf que tout est imbriqué. Pourquoi aujourd'hui la France va si mal? C'est la vision européiste, la vision libre-échangiste d'Emmanuel Macron, une vision peu sociale. Et quand Emmanuel Macron prend des décisions, elles sont néfastes pour la France parce qu'elles sont d'abord pour l'Europe et ensuite simplement pour le peuple français. On peut prendre par exemple, la fin du moteur thermique en 2035. Ça va avoir des conséquences terribles sur notre industrie automobile, sur l'importation de véhicules chinois. Notre balance extérieure va s'aggraver et sur la vie et le pouvoir d'achat des Français qui demain vont devoir acheter une voiture à 50 000 € alors qu'ils ont du mal à payer leur énergie et leur nourriture. Donc la politique d'Emmanuel Macron, c'est la politique européenne. Plus Emmanuel Macron sera en difficulté pendant les élections européennes, plus la sanction sera lourde, plus le carton rouge sera visible, et puis on se donne des chances de changer la politique française. Une dernière question, vous pouvez expliquer ce qui se passe dans tout le débat autour du débat justement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? C'est Marine Le Pen qui accepte la première, ou qui évoque la première, le fait de pouvoir avoir un débat avec le chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'elle rétropédale aujourd'hui? Elle rétropédale pas du tout. Si, elle fixe des conditions inacceptables, qui sont impossibles à accepter. Respectons l'esprit et la lettre de la Ve République. Le président de la République, normalement, est le président de tous les Français, en dehors des camps politiques. Il est celui qui réunit. S'il se jette dans l'arène pour devenir le patron de Renaissance et le directeur de campagne de Valérie Hayé, eh bien demain, il devra en tirer toutes les conclusions, parce que c'est lui qui aura été mis en difficulté aux européennes, et il devra soit démissionner, soit dissoudre. C'est la logique. Rappelez-vous le général de Gaulle, quand il était mis en difficulté, il en tirait les conclusions. Vous avez déjà gagné les élections européennes 2 fois, en 2014 et en 2019. Vous ne demandiez pas à ce qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée et que le président démissionne. Une fois encore, là, la différence, c'est que les moyens de l'État, le président de la République, le Premier ministre, volent au secours d'une candidate qui est en perte de vitesse et qui n'arrive pas à rejoindre l'opinion, et que comme ils s'impliquent corps et âme dans la campagne, comme ils impliquent les moyens de l'État, il faudra qu'ils en tirent les conclusions. À une de Ouest France, Stéphane Vernet. On parle de la guerre Israël-Hamas qui met l'Assemblée sous tension avec l'histoire du drapeau palestinien dans l'hémicycle. On va en parler puisque vous êtes député de la Moselle aussi, Laurent Jacobelli, qui est notre invité, le porte-parole du Rassemblement national ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Denis Caro de Nice Matin. Merci Stéphane Vernet. Bonjour Denis Caro, vous dirigez les rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin.
Bonjour Laurent Jacobelli, je voudrais qu'on s'intéresse à votre vision de l'Europe. Dans son programme, Jordan Bardella veut, je cite, bâtir l'Europe des projets à la carte sur la base de coopération librement consentie par les États et leur initiative. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut? Non, pas du tout. Ça veut dire que chacun travaille avec les autres et on met en commun nos forces. Moi, je vois que l'Europe, elle a réussi à faire Airbus, elle a réussi à faire Ariane, des grands projets où on a été innovant. Aujourd'hui, l'Europe en est incapable. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, on est en train de se faire... Donc l'Europe, c'était mieux avant, quoi, en gros. Ben, ça fonctionnait, en tout cas. Aujourd'hui, les États-Unis sur l'intelligence artificielle et la Chine passent devant nous. La première décision de l'Union européenne, c'est quoi? C'est de contrôler, de limiter et de potentiellement taxer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'étouffer dans l'œuf toute initiative. Non, au contraire, il faut mettre ensemble les pays pour qu'on soit demain générateur d'innovation, générateur d'emplois, générateur de richesse. Ça, c'est enthousiasmant. L'Europe de la norme, l'Europe du contrôle, l'Europe de l'interdiction, l'Europe de l'ingérence de Bruxelles dans la vie nationale, elle est plus supportable et, au final, elle nous nuit. Alors, sur les institutions, vous voulez réduire la Commission européenne à un secrétariat général du Conseil sans pouvoir disciplinaire ni initiative législative. Pourquoi ne pas la supprimer purement et simplement? Non, parce qu'il faut derrière mettre en place les politiques. Aujourd'hui, on a Madame von der Leyen qui est présidente de la Commission, que personne n'a élue et qui s'arroge des pouvoirs. Elle a décidé que demain, elle allait décider de la défense européenne et donc de la défense de la France. C'est pas dans les traités et on n'en a pas envie. Elle a décidé qu'elle allait s'occuper de santé, qu'elle allait s'occuper de diplomatie. À chaque fois, c'est une catastrophe. Nous, on est profondément démocrates. On veut que le peuple décide. Et donc le peuple élit des chefs d'État et qui nomme des ministres qui se retrouvent au Conseil. Ce Conseil décide et la Commission, plutôt que d'être en haut avec des technocrates qui décident pour nous, mettra en place les politiques décidées. Ça s'appelle la démocratie. Et moi, je trouve gênant que des gens que personne jamais n'a élus décident pour nous, contrairement à la volonté du peuple. De la même manière, vous prenez la supériorité de la Constitution française sur les normes et juridictions européennes. Est-ce que ce n'est pas de facto une manière de vider l'Union européenne de sa substance? Alors ça, on le prône pour l'immigration. Et ce sera d'ailleurs dans le projet de référendum constitutionnel. Mais vous savez, on n'est pas les seuls à le dire. Le Danemark a pris la tête d'une quinzaine de pays qui demandent à ce que sur le régalien, et notamment l'immigration, eh bien, ils puissent avoir leur pleine et entière souveraineté et que leurs lois soient au-dessus des normes et des décrets et des lois européennes. C'est normal. Aujourd'hui, le pacte asile et immigration, c'est quoi? C'est que demain, tous les migrants qui vont arriver en Europe, eh bien, la Commission va décider, tiens, il y en a autant pour la France. Et donc, on aura une immigration obligatoire, subie, sans que le peuple français puisse donner son avis. Or, aujourd'hui, l'immigration, les Français n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus pour des raisons économiques, pour des raisons d'identité et de culture, et pour des raisons de sécurité. Donc, il faut arrêter avec ce système qui est finalement tout sauf démocratique. Alors, on le voit, Jordan Bardella est très haut dans les sondages. Il est même au coude à coude et dans certaines enquêtes d'opinion devant Marine Le Pen. Est-ce que ça ne crée pas, de fait, une rivalité entre eux? Non, ce sont deux richesses qui se cumulent et non pas qui s'anéantissent. Nous, on a beaucoup de chance par rapport à d'autres formations politiques dont on est incapable de dire qui sont les cadres et qui est le chef. Nous, on a la chance d'avoir deux figures, Marine Le Pen et Jordan Bardella, aimés des Français, qui recueillent leur adhésion et qui travaillent ensemble. C'est quand même une richesse impressionnante. Nous, on est capable de dire aux Français, en 2027, si Marine Le Pen est élue, Jordan Bardella sera Premier ministre. Ouais, c'est un ticket. Et vous aurez alors. un duo de choc. C'est un ticket. Un ticket pour la France. Chacun, évidemment, a sa manière de parler, sa propre sensibilité, mais ils sont d'accord sur le projet, ils travaillent ensemble en permanence. Les deux font un vrai duo, et nous, on a de la chance, on promeut ce duo. Et je vois bien la presse qui essaye de nous faire croire de temps en temps qu'il y aurait des rivalités. Je vous le dis, il n'y en a aucune. Moi, j'ai la chance de travailler avec Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Je suis vice-président du groupe. Avec Jordan, vous l'avez dit, je suis son porte-parole. Si un jour il y avait une dissension, croyez-moi, je le verrais. Et je n'ai rien vu venir. Au contraire, ça marche très bien. Denis Caro, on parle du Festival de Cannes aussi. Alors, Marion Maréchal a créé la polémique en dénonçant le prix d'interprétation féminine attribué à une actrice transgenre, ce qui lui vaut des plaintes. Est-ce que vous partagez l'analyse, la position de Marion Maréchal? La seule question qui se pose, c'est est-ce que cette palme a été remise en fonction du talent ou est-ce qu'elle a été remise pour des questions d'idéologie, d'avancée politique et d'une forme de wokisme? Votre avis, c'est quoi? Je n'ai pas la réponse. Voilà, je n'ai pas la réponse. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que c'est pas que des acteurs ou des actrices soient transgenres entre nous.
chaque adulte fait bien ce qu'il veut de sa vie et la société peut bien assumer les choix de chacun. On n'entend pas toujours ça du côté du Rassemblement national. Non, vous avez une position plus modérée par rapport à d'autres. Pas vraiment. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y ait des gens qui parlent à des enfants de 5 à 7 ans en leur demandant de remettre en cause leur genre et en leur disant que s'ils veulent changer de sexe, demain, c'est possible. Là, c'est trop tôt, c'est trop jeune et c'est une influence politique sur des gamins en formation. Je le sais parce que je suis élu d'une région, le Grand Est, qui finance ce genre d'association et je le regrette vraiment. Mais personnellement, ce choix vous a choqué? Choqué, non. Je soupçonne quand même qu'il y a un peu de militantisme derrière. Ce n'est probablement pas le choix que j'aurais fait, mais pas forcément pour des raisons morales. Et Denis Caro, la une de Nice Matin, un mariage justement. Alors, on parle des défibrillateurs mal en point. Un tiers d'entre eux seraient hors service et pourtant, et on publie plusieurs témoignages, ils sauvent des vies. Et autre sujet, un premier mariage célébré au Parc Phoenix. Les mariages changent de lieu à Nice à partir de ce week-end. Très bien, merci Denis Caro qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin. Armelle Le Goff, Laurent Giacobelli qui est directrice adjointe de la rédaction du Point, a une question à vous poser. En duplex, on l'écoute. Laurent Giacobelli, bonjour. La France insoumise multiplie les coups d'éclat et les dérapages antisionistes, voire antisémites. Que pensez-vous du positionnement de la France insoumise aujourd'hui ? Indigne et opportuniste. Pourquoi la France insoumise fait ça? C'est pas seulement par incompétence ou par immaturité, c'est parce qu'ils visent un électorat des banlieues, qu'ils imaginent d'ailleurs, et c'est probablement un peu raciste, être antisémites. Ils visent le communautarisme, ils s'accrochent à un électorat et ils sont prêts à toutes les outrances. Ils sont la honte de la République et ils sont probablement la honte de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut, à ces élections, faire en sorte qu'ils aient moins de 5% et qu'il n'y ait pas de représentants au Parlement européen, parce que chaque représentant de la France insoumise est une attaque à nos valeurs républicaine et à nos démocraties. Laurent Giacobelli, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Et notre invité ce matin, la une du Point, dont Armelle Le Goff dirige la rédaction. On la voit à l'instant, le débarquement, les derniers secrets. Évidemment, on arrive autour du 8 juin et il s'agit de juin 1944, la une du Point. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes. Merci Denis Caro. Merci. Bonjour Floréal Hernandez, vous êtes rédacteur en chef de 20 minutes. Bonjour Cyril, journal bonjour. Qui est copossédé par Ouest France et La Voix du Nord. Effectivement, copossédé. Et il se trouve qu'au Parlement européen, il y a aussi deux groupes à droite, à l'extrême droite ou conservateurs au choix. Il y a Identité et démocratie, où l'on retrouve le Rassemblement national. Et il y a les conservateurs et réformistes européens. Est-ce que le RN pourrait changer de groupe dans le futur Parlement, se rapprocher de Giorgia Meloni? On a entendu Viktor Orban qui souhaite un rapprochement entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni. Marine Le Pen, dans un journal italien, a dit que c'était le moment de s'unir avec la perspective d'être le deuxième groupe au Parlement derrière le PPE et de ne pas rater cette opportunité. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau groupe pour le RN au Parlement? Ça serait bien que vous l'annonciez. J'aurais aimé vous donner un scoop. On ne le saura malheureusement qu'après le 9 juin en fonction des poids de chacun et des forces politiques en présence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous voulons que les souverainistes, les patriotes soient le plus nombreux possible demain au Parlement européen et qu'ils travaillent ensemble. Parce que, je vais vous citer par exemple le rapport Verhofstadt. Le rapport Verhofstadt au Parlement européen, c'est celui qui dit que c'est la fin du droit de veto des pays, c'est une forme de fédéralisme qui ne porte pas son nom, c'est-à-dire qu'on perdrait notre souveraineté pour la donner à Bruxelles. Eh bien, ce rapport, il est passé à 30 voix près. Si demain nous sommes plus nombreux, et c'est ce que semblent indiquer les sondages, ce type de rapport ne passera pas. Si on vote ensemble, le principal, c'est qu'on vote ensemble. Et si nous arrivons à faire un groupe unique, tant mieux. S'il y a 2 ou 3 groupes qui travaillent ensemble et qui votent ensemble, tant mieux aussi. On va rebattre les cartes, parce que le poids de chaque force dans chaque pays est aujourd'hui différent. Nous sommes aujourd'hui donnés à 34% dans les sondages. C'est le 9 juin qu'on verra vraiment, parce qu'il faut aller voter pour au que ça se mieux, concrétise. là, 34%, vous êtes dans l'échelle haute. Oui, mais alors ça semble se confirmer, mais nos partenaires sont en Belgique à 30%, aux Pays-Bas à 30%, en Autriche à 30%. Vous avez parlé de Viktor Orban, on peut parler des forces patriotes en Italie, qui sont 2, nos alliés de la Ligue et Madame Meloni. Et justement, comment on fait? Puisque aujourd'hui, s'il y a 2 groupes, c'est qu'il y a aussi des antagonismes au sein de certains pays, puisque Reconquête est du côté de Meloni, le RN du côté de Salvini. Comment on fait pour finalement... D'abord, il y a des points qui nous rassemblent. Sur les politiques nationales, on peut avoir des divergences économiques, sociétales, mais ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes pour l'Europe des nations, plus de démocratie en Europe et moins d'ingérence de Bruxelles dans nos vies quotidiennes. Ça, c'est clair, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui peut nous unir. Après, on a des points de divergence. Par exemple, ECR a voté pour que Mme von der Leyen soit présidente de la Commission. Clairement, nous non.
Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Nous, on ne veut pas. Donc, il faudra mettre en place un certain nombre de points d'accord. Et si à ces points d'accord, nous devons, à tous ceux qui votent pour nous, et notamment aux Français, d'apporter une nouvelle politique à Bruxelles. Nous en assumerons la responsabilité. Vous savez que Marine Le Pen, comme Jordan Bardella, ont toujours tout fait pour qu'il y ait l'union la plus large à Bruxelles de tous les patriotes. Tant mieux si ça arrive. Parmi les divergences, il y a quand même la Russie et l'Ukraine, puisque le RN n'a jamais voté de sanctions économiques contre la Russie, à la différence de l'ECR. Et Giorgia Meloni est pro-Ukraine aujourd'hui. Le RN ne s'est pas prononcé. Comment... donc, vous avez vécu dans une grotte ces derniers mois. Il n'y a pas eu de condamnation des attaques contre l'Ukraine. J'espère qu'il ne faisait pas trop froid dans cette grotte. En tout cas, vous m'avez l'air en forme. Alors, je vais vous mettre quand même au courant. Nous avons, dès le premier jour, dès la première heure en 2022, condamné l'agression russe. Alors, non, mais je termine parce que ce que vous dites est faux, donc je me permets de corriger. Si vous voulez. Contre l'Ukraine, nous avons voté l'aide à l'Ukraine, que ce soit une aide humanitaire, je dirais, mais aussi l'aide en matériel de défense, tant que ce matériel n'est pas offensif, mais défensif. Nous avons voté un certain nombre de choses qui vont dans le sens de l'Ukraine. Vous voyez, on a même demandé à ce que les intérêts des avoirs russes gelés servent à aider l'Ukraine. Donc, ce que vous dites est faux. Et le fait que du matériel français puisse toucher des cibles en Russie. Non, alors ça, c'est une dernière déclaration d'Emmanuel Macron. Ça, nous sommes contre parce que là, c'est de la co-belligérance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une puissance nucléaire comme la France... Je précise, on n'envoie pas de troupes au sol. Il s'agit simplement de matériel français qui pourrait être fléché, dirigé vers des sites russes. Oui, nous ne voulons pas que du matériel français, et je pense pas plus européen, attaque des cibles sur le territoire russe. Donc vous êtes contre les dernières déclarations d'Emmanuel Macron? Oui, tout à fait. Nous sommes pour que l'Ukraine se défende, pour qu'elle retrouve ses frontières et sa souveraineté d'avant 2022, mais nous ne voulons pas déclarer la guerre, pour être très clair, à la Russie. Et d'ailleurs, les va-et-vient du président de la République, les imprécisions du président de la République, les déclarations va-t-en-guerre du président de la République sont dangereuses, parce qu'elles nous éloignent de la paix et qu'elles nous rapprochent d'un conflit. Là où Floréal Hernandez a raison, c'est que vous ne passez pas dans le spectre politique comme un des partis, un des mouvements qui est le plus pro-ukrainien. C'est exact. Vous le reconnaissez? Écoutez, je ne peux pas être plus clair. Nous voulons que, à travers un processus de paix demain, l'Ukraine retrouve ses frontières d'avant 2022, sa pleine et entière souveraineté. Mais nous pensons en même temps que l'adhésion à marche forcée à l'Union européenne n'est pas la solution, parce que ça créerait de vrais problèmes pour nos agriculteurs, ni même la marche forcée vers l'OTAN, parce que je rappelle que si l'Ukraine, un pays en guerre, entre dans l'OTAN, ça déclenche l'article 5, et donc c'est la guerre mondiale. Et donc nous ne le voulons pas, nous voulons la paix et le respect des frontières ukrainiennes. Est-ce que vous vous sentez en concurrence justement autour de Giorgia Meloni, puisque les LR disent qu'ils ont voté un certain nombre de leurs propositions, Ursula von der Leyen visiblement compte s'appuyer sur le vote de l'ECR pour être réélue. Est-ce que finalement elle ne pourrait pas, ce rapprochement des droites irait plutôt vers le PPE plutôt que vers Identité et Démocratie? Mais nous verrons bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que d'ailleurs, il suffit d'écouter, à moins qu'il mente, le candidat DLR qui nous dit maintenant qu'il est contre les traités de libre-échange alors qu'il les a votés tant qu'il a pu, qui nous explique qu'il est contre l'écologie punitive, bref, qui nous explique qu'il est aujourd'hui contre ce pourquoi il a toujours voté. Donc moi, j'ai l'impression que nos idées aujourd'hui, elles sont majoritaires. C'est-à-dire qu'il faut réindustrialiser nos pays, ça passe par la souveraineté et le protectionnisme, il faut protéger nos frontières, il faut à nouveau avoir une gestion de l'argent responsable. Et quand on parle d'une future dette européenne et de futurs impôts européens, c'est très inquiétant. Donc non, Madame von der Leyen n'est pas l'avenir. Madame von der Leyen, elle est la ruine de l'Europe. Je vais vous dire une donnée. Depuis la crise financière 2008, le PIB qui était égal aux États-Unis et à l'Union européenne a explosé aux États-Unis, qui a pratiquement doublé. Il est resté stable en Union européenne. Notre PIB représente 20% aujourd'hui du PIB américain. La chute a été de 80%. C'est terrifiant, en fait, quand on y pense. De 20 minutes. Hernandez. Oui, on s'est intéressé aux amendes de la SNCF, leur recouvrement notamment, et qu'on n'y arrive jamais. Qui est très faible, qui est moins de 10%, et puis aussi la contestation de la part d'un certain nombre de personnes verbalisées qui estiment l'avoir été indûment. Merci Floréal Hernandez. J'ajoute que 20 minutes a une couverture particulièrement intéressante des JO. Hein. Vous avez commencé à faire des choses... C'est gentil, puis on sera avec notre partenaire Ouest France notamment. Merci beaucoup Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission. Dans un instant, Tom Benoît, on va parler géostratégie. Laurent Giacobelli est notre invité ce matin Face au territoire.
Bonjour Tom Benoît, vous dirigez la rédaction de Géostratégie Magazine, des éditions Robert Laffont. Exactement. Alors bonjour Monsieur Jacobelli. Le Rassemblement National, ex-Front National, était un parti très libéral à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Marine Le Pen a longtemps prôné le retour à la retraite à 60 ans. Je ne sais pas exactement, vous me direz un peu plus tard ce qu'il en est aujourd'hui. Et Jean-Philippe Tanguy parle, se prononçant en la faveur d'une taxation des superprofits. C'est un parti de gauche, de droite, d'extrême droite. Non, c'est un parti français tout simplement. Je vais vous expliquer. Vous avez raison, c'est une question très intéressante. La question elle est très pertinente. D'abord, nous sommes pour une France à la fois sûre et fraternelle. Fraternelle, ça veut dire que nous pensons que la retraite, c'est effectivement pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, avant 20 ans, 60 ans, 40 annuités, puis progressivement jusqu'à un maximum de 62 ans, 42 annuités. Ce sera notre réforme de la retraite. Et nous pensons qu'elle est finançable. Il y a un coût de 15 milliards. 60 ans, ça a été abandonné entre-temps. Non, 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. C'est toujours d'actualité. Mais c'est 62 ans pour vous et pour moi, j'imagine. Sur les questions de taxation, ce n'est pas les super profits. C'est les surprofits. C'est pas la même chose. Et vous êtes assez... Je vais vous expliquer. Deux types de super profits. Non. C'est intéressant. Si une entreprise gagne énormément d'argent parce qu'elle a investi, Hermès, par exemple. Vous savez, 86% du chiffre d'affaires du CAC 40 est fait par 5 sociétés. Très bien. Pourquoi ? Cette entreprise, elle a investi dans l'humain, elle a recruté les meilleurs, elle a fait de la recherche et développement, elle a trouvé des produits innovants, elle gagne beaucoup d'argent, tant mieux. C'est bon pour la France, c'est bon pour le salariat, c'est bon pour l'entreprise. Peut-être parce qu'elle a beaucoup délocalisé également. Alors, en revanche, une entreprise qui, par un effet d'aubaine, la crise du Covid, la crise énergétique, profite en fait soit des aides de l'État, soit d'une situation exceptionnelle. C'est quoi, c'est Total Énergie, ça ? Surprofit. C'est quoi, Total Par Énergie ? exemple, oui, à un moment. Eh bien, c'est surprofit. Non, mais nommons-les, c'est Total Énergie. Ces surprofits doivent être taxés. Donc, je veux bien faire la différence entre ce qui est le fruit d'un travail, d'un investissement, d'une politique stratégique qui doit être récompensé parce que c'est la chance de la France, et ce qui est finalement une forme d'opportunisme sur le malheur des Français. Là, pour le coup, ça mérite d'être taxé. Est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, qu'il y ait des sociétés qui se délocalisent et qui aillent se faire coter ailleurs, comme par exemple M. Pouyanné avec Total Énergie, ou qui déclarent leur société à l'étranger par peur, justement, en France, d'être dans un pays qui était déjà le pays où il y avait le plus de prélèvements obligatoires et qui serait à l'avant-garde, potentiellement, d'une taxation des surprofits. Ça, ce que vous décrivez, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec Emmanuel Macron. C'est ce que nous voulons éviter. On veut l'éviter comment ? Mais pourquoi ne pas revenir à un schéma libéral ? Je vais vous répondre. Pourquoi nous voulons l'éviter ? Nous voulons l'éviter parce que les entreprises françaises créent de l'emploi en France. L'emploi en France, c'est le financement des retraites, c'est le financement de l'assurance chômage, c'est le financement du système social que nous voulons. Absolument. Pour ça, il faut desserrer les taux des normes et les taux des taxes des entreprises pour qu'elles puissent avoir envie de rester en France. Il faut donc leur donner une perspective. Il faut que la commande publique française aille en priorité aux entreprises françaises. C'est vrai pour les petites, c'est vrai pour les entreprises industrielles, les entreprises agricoles, mais c'est vrai pour les grandes. Et puis, il faut une politique d'accompagnement. Je parlais tout à l'heure de la fin du moteur thermique en 2035. C'est rayer d'un trait de plume l'industrie automobile historique en France pour faire la part belle aux Chinois. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est comme les États-Unis finalement, taxer. Non, mais eux sont très libéraux, ils sont protectionnistes, souverains et libéraux. Lorsque ça arrive. Mais le libéralisme et l'ultralibéralisme, c'est pas la même chose. Absolument. Mais lorsque Marine Le Pen parlait, par exemple, il y a quelques années, d'un grand emprunt français qui pourrait être mis en place grâce à l'épargne des Français, ça nous rappelle quelque chose aujourd'hui, l'union des marchés de capitaux à échelle européenne, l'union de l'épargne et de l'investissement. Mais ce grand emprunt de Marine Le Pen visait à subventionner, à soutenir des sociétés françaises. C'est antagonique avec ce que vous me disiez précédemment. Non, je crois que c'est un fonds souverain qui a une double vocation. D'abord, financer les entreprises innovantes. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas laisser le marché des entreprises privées ? Parce que plutôt d'exploiter l'épargne privée des petits déposants. Mais c'est bon pour eux. C'est très bon parce que c'est une épargne rémunérée d'un côté et des entreprises qui ont un investissement. Vous savez, l'État, il peut être stratège. L'État stratège, c'est celui qui mise sur un secteur, qui mise sur un développement économique. Se sert de l'épargne des petits déposants pour subventionner les grosses sociétés. Et les futures grandes sociétés. Mais tout le monde y gagne. Les épargnants qui auront un temps d'intérêt. Donc vous êtes toujours de droite, on est bien d'accord. Pour la Startup Nation. Voilà. Macron. À la fois la start-up, à la fois l'industrie, à la fois l'agriculture. Mais quand les start-up fonctionnent, pourquoi pas ? Dernière question très
très importante sur la fin de l'euro, et c'est la une du Géostratégie Magazine d'ailleurs. Le Rassemblement national était fervent défenseur de la sortie de l'euro, c'est-à-dire de la monnaie commune. Aujourd'hui, vous voulez rester dans l'euro et continuer à déléguer notre souveraineté à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Que nous apporte la Banque Centrale Européenne en étant notre organe émetteur de monnaie? D'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de souplesse qu'il n'y en avait à l'époque où nous voulions sortir de l'euro. On le voit bien sur les déficits publics, on le voit bien sur la banque qui aide à travers les taux d'emprunt et les taux directeurs, mais surtout... Avec énormément d'inflation. Mais surtout, nous, ce que nous voulons, c'est une entreprise en France, une industrie en France qui maintienne le salariat et le système social. Et pour ça, nous nous adaptons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des idéologues économiques, contrairement aux communistes qui veulent que tout aide à l'État, contrairement à Emmanuel Macron qui veut que ce soit la libre politique du marché sans aucun contrôle, quitte à détruire des emplois et des entreprises en France. Nous sommes pour une politique du bon sens et du juste milieu. Justement, merci M. Jacobelli. Que se produirait-il si la France quittait l'euro? Eh bien, ce ne serait pas si dramatique que ça, apparemment. Et Christian Noyer nous disait dans son rapport que 2 pays, dont le Danemark, dans l'Union européenne, s'en sortent mieux que les autres. Et ils n'ont pas l'euro. Merci Tom Benoît. Merci à vous. Qui dirige la rédaction de Géostratégie Magazine des éditions Lafon Presse. Dans un instant, Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, est sur ce plateau. Bonjour Demet, bienvenue sur ce plateau avec des perquisitions au Parlement européen. Oui, absolument, des perquisitions qui visent les bureaux notamment d'un Français qui s'appelle Guillaume Pradoura. Guillaume Pradoura qui était l'assistant parlementaire de Maximilian Krah, l'AfD, votre ancien partenaire au Parlement européen. Il se trouve que ce Guillaume Pradoura a été aussi l'assistant parlementaire de Nicolas Bay, qui a été anciennement votre secrétaire général. Ça vous inquiète, ces perquisitions? Non, pas spécialement, puisque en 2019, dès que nous avons eu des inquiétudes sur ce personnage, le lendemain, il était convoqué en commission des conflits, et le surlendemain, remercié du Rassemblement national par Marine Le Pen. Donc vous savez, nous... les sanctions sont tombées vite. Nous ne prétendons pas que nous sommes... des humains meilleurs que les autres. Vous avez été très proche de la Russie, mais nous prétendons en tout cas que quand quelqu'un chez nous se comporte mal, ce qui peut arriver dans tout groupe humain, nous en tirons les conséquences et nous prenons les décisions. J'aimerais que le Parti socialiste ait fait la même chose avec tous ceux qu'on a pris avec des valises de billets au Parti socialiste européen. J'aimerais que le Renaissance fasse la même chose avec ses anciens députés. Comment expliquez-vous que Jordan Bardella, comment expliquez-vous par exemple que Jordan Bardella ne vote pas un texte sur l'ingérence étrangère lorsque le Parlement européen veut renforcer la résilience de l'Union. Parce que ce texte refusait justement qu'il y ait un certain nombre d'enquêtes menées, parce que ces enquêtes concernaient des groupes qui n'étaient pas le groupe Identité et Démocratie, le groupe du Rassemblement national. Et donc c'était simplement une déclaration d'intention dont on comprenait dans le texte qu'elle visait à faire croire que le Rassemblement national, notamment, avait des accords. Alors je vais vous rassurer. Alors il ne s'agit pas que de ça, parce que Jordan Bardella a commenté. Juste vous répondre. Allez-y. Je vais vous rassurer là-dessus. Il y a eu une commission à l'Assemblée nationale. On a reçu le patron des services de renseignement, qui a dit clairement qu'il n'y avait aucune ingérence dans les partis politiques et donc le Rassemblement national de la Russie ou de quiconque. Voilà. J'espère que vous êtes rassurés. J'espère que vous n'allez pas croire les rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs parce que Jordan Bardella lui-même dit qu'il ne vote pas ce texte parce que ce texte vise systématiquement certains pays en ignorant d'autres comme le Qatar. Absolument. Est-ce que ça veut dire que vous êtes toujours gêné lorsqu'un texte cible la Russie ? Non. Par exemple. Je voulais expliquer quand le Qatar... Pourquoi Jordan Bardella s'émeut que certains pays soient précisément... Je vais vous expliquer. Soit on applique la règle à tout le monde, et à ce moment-là on est d'accord, soit on l'applique à personne. Mais on ne peut pas l'appliquer à certains et pas à d'autres. Mais une législation s'applique à tous, c'est pas nominatif. Mais on voyait bien dans ce texte, alors je ne suis pas député européen, mais je l'ai lu quand même, on voyait bien dans ce texte que ça épargnait le Qatar qui avait donné des valises de billets à des vice-présidents, notamment socialistes du Parlement européen. Mais un texte législatif ne peut pas épargner un pays. Un texte législatif qui est fait simplement pour attaquer l'opposition et préserver ceux qui le votent n'est pas un texte législatif. C'est simplement un clan qui défend ses intérêts. Eh bien, nous ne sommes jamais de ce côté-là. C'est la démarche elle-même, pas le texte lui-même. Absolument. Les ingérences étrangères, nous sommes contre. D'ailleurs, nous avons créé nous-mêmes une commission à l'Assemblée nationale sur ce sujet en France. Donc, écoutez, on ne peut pas être plus suspect. Et croyez bien, s'il y avait une ingérence au Rassemblement national, vu qu'on est sous le feu des projecteurs depuis des années, on l'aurait remarqué, si rien n'est sorti, c'est qu'il n'y a rien. Et la loi sur les ingérences étrangères en Géorgie, vous l'auriez votée, vous, en France ?
Oui, j'imagine, j'en sais rien, il faut voir le texte. Une fois encore, quand un texte est bien écrit, qu'il s'applique à tout le monde dans tous les cas, oui, il faudrait probablement poser la question à M. Glucksmann, qui est très proche de la Géorgie. Alors, on va maintenant aborder la question de la souveraineté de la défense. Vous en parlez évidemment beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que là encore, quand il y a des dispositions législatives européennes, vous votez contre. Vous votez, par exemple, contre la capacité de déploiement rapide de l'Union européenne. Vous votez contre la production supplémentaire de munitions. Comment la France peut-elle assurer sa souveraineté dans cet univers, dans le camp européen, si vous refusez de voter ces dispositions qui sont très importantes? D'abord, il y a une vision philosophique de ce qu'est la défense de la France. Le général de Gaulle disait la défense de la France ne peut être efficace que si elle est française. Et nous partageons cette opinion. Il se trouve que la France est à l'abri de ce genre de déficit de défense par la dissuasion nucléaire. Nous avons la dissuasion nucléaire. C'est quoi la dissuasion nucléaire? C'est un rapport de force qui fait que si on a un ennemi qui veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois en sachant qu'on a la bombe et qu'on peut l'envoyer sur lui. Ça a donc une forme de dissuasion et de protection. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est partager cette dissuasion nucléaire et partager nos armées, parce que demain, qui va décider? Madame von der Leyen ou quelqu'un qui lui ressemble? Mais sur la production des munitions, pourquoi refuser de renforcer la capacité des États européens à produire des armes sur le territoire européen et donc en France? Il faut que la France se réarme. On a un budget que j'ai voté, que nous avons voté, puisque j'ai eu la chance de chef de file là-dessus pour le Rassemblement national, de loi de programmation militaire pour relancer l'industrie de défense. En revanche, ce que nous ne voulons pas, c'est endetter l'Europe, ce qui est prévu, pour financer cette entreprise de défense européenne, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, et donc créer des impôts supplémentaires demain pour les Français. La manière dont l'Europe s'y prend, elle est forcément maladroite. Mais ça, c'est bon pour les PME françaises aussi. Faisons le travail pour la France nous-mêmes, c'est ce que nous voulons faire. Nous sommes pour la souveraineté française. La souveraineté européenne, ça ne veut rien dire puisque l'Europe n'est pas un État. Laurent Jacobelli, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Manon Aubry était sur ce plateau à votre place même le 16 février dernier et elle parlait de Jordan Bardella dont vous êtes le porte-parole. On l'écoute. C'est pas parce qu'on est jeune physiquement qu'on est jeune dans sa tête. Prenez Jordan Bardella, les rares fois où il est là au Parlement européen, parce que je rappelle quand même qu'il a déposé 21 amendements en l'espace de 5 ans, j'en ai déposé près de 3500 à titre de comparaison. Mais Jordan Bardella vote systématiquement, par exemple, contre le droit à l'avortement. Je ne connais pas position plus rétrograde. Je suis née de cette génération pour qui le droit à l'avortement est un acquis et quelqu'un plus jeune que moi veut le remettre en cause ce droit fondamental à disposer de notre corps. Alors, sur ce sujet-là, mais c'est un mensonge qui concerne beaucoup de gens, oui, mais de femmes, de jeunes. C'est un mensonge pur et simple. D'ailleurs, vous le savez, il y a eu la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France. Notre groupe a eu la liberté de vote. Beaucoup de députés ont voté pour. Marine Le Pen l'a dit, nous sommes pour le maintien de la loi Veil. Nous ne remettons pas en cause le droit à l'avortement. Manon Aubry disait qu'on peut être jeune et vieux dans sa tête. Je crois qu'elle sait de quoi elle parle. Le mensonge en politique, c'est vieux comme le début de la politique. L'antisémitisme, c'est très vieux et elle est dans un mouvement où malheureusement il flirte avec l'antisémitisme. Le stalinisme, l'État autoritaire et qui refuse les opinions des autres, c'est pas très moderne non plus. Donc je pense qu'elle ferait bien de se regarder dans un miroir, de faire son examen de conscience avant de mentir et d'insulter les autres. Comment peut-on avoir une Assemblée nationale un peu apaisée avec tous ces problèmes évidemment importants de société comment vous voyez, vous êtes député de la Moselle, hein, c'est pour ça que ça c'est ma dernière question. C'est quoi vos idées pour qu'on retrouve un débat un peu plus serein, quoi, Moi, de bon sens? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il faut être très strict avec, on va être très clair, le seul groupe qui pose problème dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est la France Insoumise. On l'a vu avec le drapeau palestinien brandi par un des... Sauf qu'on a vu dans les réseaux sociaux qu'Yael Braun-Pivet avait présidé l'Assemblée avec un pins, avec un drapeau israélien. J'avoue, je ne l'ai pas vu, mais enfin là, clairement, il y avait l'envie de faire le buzz. Les réseaux sociaux. Moi, je pense que faire le buzz à l'Assemblée nationale, c'est pas bon. Insulter au cœur de l'Assemblée nationale, c'est pas bon. Je pense que ça, c'est une très mauvaise chose. Il y a des démocraties en Angleterre, par exemple, où c'est aussi très compliqué. Vous me demandiez comment on peut faire pour apaiser. Je pense que pour apaiser, il faut écouter les autres. Or, la France Insoumise est clairement doctrinaire. Tiens, par exemple, on va déposer une motion contre le gouvernement, là vous le savez, vendredi, parce qu'il refuse de faire un projet de loi rectificatif des finances publiques. Eh ben, la France Insoumise va probablement ne pas la voter, parce qu'ils sont doctrinaires et pas parce qu'ils veulent être dans l'opposition. Et puis, il faudrait aussi que le gouvernement travaille avec tous les règles de l'Assemblée nationale ne sont pas en cause. Les règles elles-mêmes? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale des gens qui n'y étaient pas prêts, parce qu'ils veulent casser la République, ils veulent la 6e République. Cette critique peut se retourner contre vous. Le Rassemblement national a aussi des députés qui n'étaient pas forcément prêts.
Mais nous étions en tout cas prêts à une chose, c'était respecter les règles de la République et de l'Assemblée nationale, parce que si nous avons été candidats puis élus pour être députés, c'est parce que nous acceptions et que nous voulions respecter les règles. Je crois que c'est la différence majeure et que le gouvernement, parfois, devrait aussi travailler avec la première force d'opposition et écouter ce qu'on a à proposer, plutôt que systématiquement nous renvoyer dans les cordes de manière très doctrinaire. Sans doute pourra-t-elle vous répondre, puisque Manon Aubry sera notre invitée jeudi prochain à votre place même. Laurent Giacobelli, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national et de la campagne de Jordan Bardella. Merci Demet Korkmaz. Merci. Et le programme continue sur TV5 Monde à jeudi prochain pour Face au territoire.